Voici les principales îles hawaïennes. Il y en a 8 qui abritent au total 1,45 million d'habitants et accueillant jusqu'à 10 millions de touristes chaque année. La beauté et le climat de ce paradis tropical ont attiré beaucoup d'attention sur Hawaï, mais pas de manière égale. En observant la carte de densité de population des îles, on constate que la plupart des habitants se trouvent sur Oahu, la 3e plus grande île d'Hawaï, et très peu ailleurs. La population d'Oahu en 2024 est d'environ 1 million de personnes, un chiffre nettement supérieur aux 20 000 de la grande île, aux 164 000 de Maui, ou aux maigres 84 000 sur le reste des 5 îles réunies. La densité de population d'Oahu atteint un chiffre impressionnant de 1704 personnes par mile carré, ce qui équivaut à peu près à celle de Taïwan pour comparaison. En résumé, Oahu ne fait que 9% de la surface terrestre d'Hawaï, mais compte 70% de sa population. Mais comment en est-on arrivé là? Alors que le reste des îles est resté assez rural, et mieux encore, comment Hawaï est-elle devenue aussi peuplée au départ? Eh bien, on estime que les îles hawaïennes sont restées relativement peu peuplées jusqu'à environ l'an 1000 de notre ère. Lorsque des explorateurs polynésiens venus de l'ouest du Pacifique ont découvert les îles, ces premiers Hawaïens autochtones ont établi des chefferies qui régnaient sur leurs îles respectives. Les sociétés à travers les îles utilisaient un système de caste pour la hiérarchie sociale et dépendaient de la pêche, du jardinage et de l'agriculture pour soutenir leur croissance démographique progressive. Pendant cette longue période, qui dura jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les Hawaïens ont formé une culture et une identité distinctes, centrées autour du concept de l'ukai, qui mettait l'accent sur l'harmonie, l'unité et l'accord au sein de la communauté et avec la nature. Vers le milieu du XVIIIe siècle, on estimait que 150 000 à 300 000 habitants vivaient à travers les îles sous des chefferies. Ce n'est qu'en 1778 que le premier explorateur européen, le capitaine James Cook de Grande-Bretagne, entra en contact avec Hawaï. Cet événement a marqué un changement rapide dans la structure politique et sociale qu'Hawaï avait maintenue durant des siècles. La première exploration des îles par Cook a introduit les armes à feu auprès des autochtones et a déclenché une période d'instabilité et de violence entre les chefferies. Finalement, en 1795, les batailles prirent fin et toutes les îles d'Hawaï furent unifiées sous un seul roi, Kamehameha, le grand Kamehameha, et sa dynastie allait durer près de 100 ans. Mais le paysage culturel des Hawaïens autochtones allait subir de graves revers à mesure que le contact avec les Européens devenait une partie de la vie quotidienne. Après la diffusion dans l'Eurasie et l'Amérique du Nord, des découvertes de Cook et des récits de ses voyages, Hawaï est devenu un centre clé pour commerçants, hommes d'affaires et explorateurs, avec la première entreprise occidentale, une plantation de sucre Lad-Co a ouvert en 1835. Avec ses chercheurs d'opportunités sont arrivées une grande variété de nouvelles maladies, dont la grippe, la variole, la rougeole et la lèpre, qui ont considérablement réduit la population autochtone. En 1870, la population autochtone hawaïenne n'était plus que de 50 000 personnes. Outre les préjudices physiques, les vagues de missionnaires des chrétiens ont profondément transformé la culture spirituelle d'Hawaï. La forte conversion des Hawaïens autochtones a progressivement affaibli leur identité culturelle. Néanmoins, la lignée de Kamehameha a continué à régner sur les îles jusqu'en 1874, lorsque Kamehameha V est soudainement décédé sans avoir encore nommé d'héritier au trône. Des troubles politiques ont entraîné des violences sporadiques à travers les îles. Pour aider à mettre fin à la violence et peut-être utiliser ce vide de pouvoir comme une opportunité politique, les États-Unis et les Britanniques ont envoyé des unités militaires pour maintenir la paix. Peu de temps après, le roi Kalakaua a été élu pour régner sur Hawaï et a été forcé de signer une constitution hawaïenne qui avait été rédigée exclusivement par des colons et hommes d'affaires américains et britanniques. Cette constitution a effectivement dissous le contrôle indigène sur les îles. En 1891, le roi Kalakaua est décédé et sa sœur Lili Uokalani lui a succédé sur le trône. La reine a fait de la restauration du contrôle indigène sur leurs terres sa priorité absolue. Pour ce faire, elle a rédigé une nouvelle constitution et proclamé à nouveau une monarchie absolue. Cette action a été accueillie par une présence militaire américaine et britannique, un procès pour trahison contre la reine en 1892 et finalement un coup d'État mené par des hommes d'affaires américains et européens qui ont revendiqué le trône en 1893. Le groupe d'hommes d'affaires derrière le coup d'État
appelé le comité de sécurité a élu Stanford B. Dole comme président provisoire des îles. Stanford Dole, un cousin de James Dole, propriétaire de la société Dole Food Company, cherchait à annexer Hawaï aux États-Unis pour soutenir l'entreprise, ce dont nous parlerons dans un instant. En 1898, alors que le président expansionniste William McKinley prenait ses fonctions à Washington et que Grover Cleveland, un partisan de la reine Liliuokalani, terminait son mandat, Hawaï a inévitablement été annexée aux États-Unis. Elle est devenue un territoire officiellement gouverné par les États-Unis, malgré une forte opposition des populations autochtones. Dès 1900, sous son propre gouvernement territorial américain, le paysage hawaïen est presque entièrement dédié aux industries du sucre et des fruits. Des îles entières étaient exclusivement utilisées par quelques entreprises comme la société Dole. Et la croissance démographique sur ces îles était donc extrêmement limitée. Sur Niihau, l'île la plus à l'ouest d'Hawaï, l'île entière était et est toujours la propriété privée d'Aubrey Robinson et de ses descendants, qui ont dédié toute l'île à la plantation de canne à sucre. De plus, la société Dole possédait environ 98% de l'Anaï et consacrait toutes ces terres à l'ananas et à d'autres plantations de fruits. La période du début du XXe siècle dans l'histoire hawaïenne a été marquée par des accaparements de terres extrêmes par de riches magnates, et une grande partie de ces premiers achats appartient encore aujourd'hui à quelques individus triés sur le volet. Néanmoins, Hawaï est devenu un paradis d'affaires pour les ultra-riches au début du XXe siècle, et les conflits mondiaux à venir allaient entraîner encore plus d'investissements et de croissance démographique, en particulier sur Oahu. En parlant de bons investissements, j'aimerais vous présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Surfshark VPN. Avec plus de 3200 serveurs différents dans plus de 100 emplacements, vous pouvez virtuellement changer votre adresse IP et vous placer où vous voulez dans le monde. C'est totalement sûr aussi, en fait Surfshark utilise un chiffrement de haut niveau et respecte les mesures de sécurité les plus strictes. Lorsque vous utilisez l'une de leurs fonctionnalités appelée mode camouflage, même votre fournisseur d'accès à Internet ne saura pas que vous utilisez un VPN. Mais en plus de cela, il ne collecte pas vos informations personnelles ni vos activités en ligne, tout en protégeant simultanément vos données lorsque vous utilisez le Wi-Fi public. Avec un seul compte, vous pouvez l'utiliser sur un nombre illimité d'appareils. Oui, illimité. Donc en ce moment, si vous utilisez notre code de réduction Versed via le lien ci-dessous, ou même simplement ce code QR ici, Surfshark offre 4 mois gratuits. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas sûr de l'un ou l'autre, car ils offrent une 30 jours, donc il n'y a absolument aucun risque. En fait, il y a plus de risques à ne pas utiliser un VPN en voyageant qu'à essayer celui-ci. Quoi qu'il en soit, une autre motivation pour l'annexion d'Hawaï était sa position stratégique. À mesure que les États-Unis s'étendaient, ajoutant de nouveaux territoires chez eux et à l'étranger, Guam et les Philippines étaient désormais des possessions américaines nécessitant une protection militaire. Guam et les Philippines se trouvaient de l'autre côté du Pacifique, et pour que les flottes navales atteignent ces terres, un port militaire à mi-chemin devait être créé. La position centrale d'Hawaï dans le Pacifique offrait d'excellentes perspectives, et la plus grande opportunité pour un port parmi toutes les îles se trouvait à Pearl Harbor sur Oahu. En effet, Pearl Harbor est le port naturel le plus grand et le plus profond de toutes les îles. Il possède des eaux profondes, pouvant facilement accueillir d'immenses navires-bases militaires. Et le lagon qui abrite Pearl Harbor n'a qu'une seule entrée vers l'océan, ce qui signifie que toute attaque navale contre Pearl Harbor ne pourrait venir que d'un seul point. Ainsi, en 1875, le royaume d'Hawaï et les États-Unis ont signé le traité de réciprocité de 1875 qui, dans une extension ultérieure, a permis aux États-Unis de négocier l'utilisation exclusive des terres de la région, connues sous le nom de Puuloa, qui ont ensuite servi à la base navale de Pearl Harbor. Mais Pearl Harbor n'était pas le seul emplacement idéal pour un port le long de la côte sud d'Oahu. Le front de mer d'Honolulu, à seulement quelques kilomètres à l'est, s'est avéré parfait pour devenir une autre destination portuaire pour le commerce. Il est orienté vers le sud, ce qui facilite grandement les échanges pour de nombreuses raisons. En effet, dans de nombreuses régions du monde, y compris à Hawaï, les vents dominants soufflent de l'est-nord-est. Un port orienté sud-est est naturellement protégé des vents offrant calme et sécurité aux navires pour accoster et décharger sans subir vent violent ou mer agitée. De même, les tempêtes tropicales et ouragans du Pacifique viennent généralement du nord-nord-ouest. Nord-ouest, donc un port orienté vers le sud, est moins exposé aux ondes de tempête directes ou aux fortes vagues, ce qui réduit les risques de dommages pour les navires et les infrastructures côtières. Un port calme et bien protégé a favorisé le commerce, créant des conditions idéales pour que le port d'Honolulu devienne le port le plus important commercialement à Hawaï, ainsi qu'un lieu propice au développement d'une grande civilisation à proximité. Naturellement, pour ces raisons, Honolulu était aussi la capitale d'Hawaï.
un titre qu'elle détient depuis qu'elle a été désignée capitale par le royaume d'Hawaï en 1850. Cela a amené une forte concentration d'emplois et de services gouvernementaux dans la ville, ce qui a contribué au déséquilibre de la population sur l'île. L'île d'Oahu possède un système d'aquifères naturels unique parmi tous les autres. Il existe d'énormes ressources d'eau douce souterraines, totalement inégalées par les autres. D'autres îles voisines, parfois sujettes à la sécheresse. Toutes les îles principales reçoivent une quantité raisonnable de précipitations, mais aucune ne possède le mécanisme de stockage naturel des aquifères d'Oahu. Cette eau est parmi les plus pures au monde, ayant été filtrée pendant des années en s'infiltrant à travers le sol et la roche volcanique. C'est la source d'eau de nombreux puits et sources, fournissant environ 90% de l'eau potable d'Oahu. Ces conditions, combinées à un afflux d'investissements gouvernementaux pour développer la région, ont naturellement entraîné une forte augmentation de la population américaine sur Oahu, tandis que les autres îles, avec soit une propriété privée, soit des conditions de vie moins favorables, ont connu une croissance minimale. Dans les années 1920, la population d'Hawaï est revenue à son estimation maximale d'avant la colonisation. Soit 30 000 habitants, mais désormais la plupart des habitants étaient des Américains dans l'armée ou les affaires. La population autochtone, à la même époque, avait diminué à seulement 20 000. En 1940, la population d'Hawaï avait atteint 425 000 habitants, mais les inquiétudes concernant la sécurité hawaïenne grandissaient également, alors que l'expansionnisme japonais en Asie de l'Est se poursuivait. Par crainte d'une invasion japonaise des territoires américains du Pacifique, et pour protéger à la fois Hawaï et le continent, en 1940, Pearl Harbor devient le quartier général de la marine américaine sur le continent américain. Un an plus tard, cependant, les Japonais ont lancé une attaque surprise sur Pearl Harbor et ont entraîné les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle de l'attaque a retenti à travers le pays et le monde, et l'importance de Pearl Harbor à Oahu a été définitivement établie. Malgré des pertes de 2400 personnes lors des attaques, les États-Unis ont remporté la guerre du Pacifique, tandis que Pearl Harbor est resté une base clé pour la guerre aérienne et navale, ainsi que dans les conflits qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, notamment la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. Pearl Harbor resterait une base militaire essentielle pour les opérations de la marine américaine. Alors que les habitants d'Hawaï reconnaissaient l'importance de leurs îles, tant pour les affaires que pour l'usage militaire, un vaste mouvement en faveur de l'accession au statut d'État a balayé la région dans les années 1950. Ce statut offrirait à Hawaï un meilleur financement, une représentation au Congrès et des votes électoraux. En 1959, Hawaï a obtenu le statut de 50e État de l'Union. Et Honolulu, qui comptait déjà plus de 250 000 habitants, est devenue la capitale de l'État. Au fil des années, depuis 1959, la population d'Hawaï a plus que doublé, passant d'environ 60 000 à 1 450 000 aujourd'hui. De plus, l'économie d'Hawaï a connu un changement spectaculaire, passant des plantations agricoles centrées sur la production de sucre et de fruits au tourisme. Le tourisme, qui est désormais le principal moteur du produit intérieur brut d'Hawaï. Les touristes hawaïens, qui totalisent entre 9 et 10 millions de visiteurs par an, ont dépensé 20,7 milliards de dollars à Hawaï. En 2023, 5,6 millions de ces visiteurs se sont rendus à Oahu, qui abrite évidemment les plus grands aéroports et infrastructures de transport d'Hawaï. À l'époque contemporaine, il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles les gens se rendent à Oahu, au-delà des seuls avantages de sa géographie. Par exemple, l'attraction la plus célèbre d'Hawaï est sans doute la plage de Wake Schwex, qui se trouve également à Oahu. Historiquement, c'était un lieu de retraite pour la royauté hawaïenne, en raison de sa perfection, notamment pour des activités comme le surf, qui est une grande part de la culture hawaïenne. En parlant de Duke Kahanamoku, hawaïen de naissance, connu comme le père du surf pour l'avoir popularisé, il a surfé là-bas, faisant de Waikik l'épicentre du développement de ce sport. Pour beaucoup, aller à Hawaï, c'est aller à la plage de Waikik ou à Pearl Harbor. Il n'est donc pas étonnant que l'Hawaï moderne soit presque entièrement caractérisé par Oahu. Comme mentionné précédemment, 9% de la superficie totale d'Hawaï, mais inversement, elle compte environ 70% de la population totale d'Hawaï, d'où son surnom de lieu de rassemblement. Comme le montre l'histoire d'Oahu et sa géographie avantageuse, il y a eu de nombreuses raisons pour que la population croisse sur l'île. Mais pourquoi aucune des autres îles n'a-t-elle connu une croissance substantielle? Quels facteurs pourraient les limiter? Eh bien, 3 facteurs principaux contribuent à la faible population sur le reste des îles. L'accès à l'eau douce et les précipitations, la topographie et la propriété privée ou gouvernementale des terres. Étant des îles au milieu de l'océan, l'accès à l'eau douce est essentiel à la survie. Si toutes les îles hawaïennes connaissent des précipitations d'eau douce, certaines en reçoivent bien plus que d'autres.
Les îles de basse altitude comme Molokai, Lanai, Niihau et Kahoolawe ont des conditions plus sèches et moins de précipitations par an, ce qui limite l'approvisionnement en eau potable pour de grandes populations. En revanche, des îles comme Maui, Kauai et Hawaï, la grande île, reçoivent beaucoup de pluie chaque année, mais disposent de peu de terrains plats à développer. La majeure partie de la population de Maui vit dans son centre de basse altitude, mais très peu vivent dans l'est et l'ouest accidentés. Sur Hawaï, d'immenses sommets occupent le centre de l'île, et seules quelques plaines peuvent être peuplées à l'est et à l'ouest. Kauai, avec une superficie plus petite mais une topographie accidentée, offre également très peu de terrain plat pour le développement. Enfin, la propriété privée d'Hawaï par une poignée de riches individus empêche la création de nouvelles communautés ou villes à travers l'archipel. Comme mentionné précédemment, Niihau est aujourd'hui entièrement détenue par des intérêts privés et gouvernementaux, et Lanai, bien qu'elle soit sous la nouvelle propriété de Larry Ellison de la société Oracle, reste à 98% privée. Mark Zuckerberg a acheté près de 2000 acres à Kauai pour y construire une retraite. Une retraite, Oprah Winfrey achète sans cesse des hectares à Maui. En 2024, 37 milliardaires détiennent 11% des terres privées à Hawaï, limitant le développement de nouveaux centres de population dans l'État. Les gouvernements fédéral et hawaïens détiennent 39% des terres. Donc, seule la moitié d'Hawaï appartient à sa population. Les terres des îles sont réservées à quelques riches propriétaires et au gouvernement, laissant peu d'espace aux habitants ou petits investisseurs. Il convient également de noter que l'île entière de Kahoolawe, depuis les années 1990, est consacrée à la conservation de la nature, mais seulement après des années de guerre au milieu du XXe siècle, où Kahoolawe a servi de terrain d'essai et de tir militaire. L'île est encore aujourd'hui jonchée de bombes et de débris, la rendant inhabitable pour les humains. C'est la seule île hawaïenne avec une population de 0. Beaucoup d'îles ont des réglementations plus strictes visant à préserver la beauté naturelle et la culture locale. En tenant compte de ces facteurs, Oahu, étant urbanisée et densément peuplée avec des conditions géographiques et météorologiques optimales, a réussi à attirer la grande majorité des résidents hawaïens. Les montagnes d'Oahu sont juste assez hautes pour maintenir des régimes de pluie qui alimentent les sources d'eau potable de l'île. Et le paysage offre encore beaucoup de terrains plats autour de Honolulu et Pearl Harbor pour l'expansion humaine. La forte demande historique de développer Pearl Harbor et de créer une ville commerciale à proximité a fait exploser la population d'Oahu. Et la tendance à la privatisation extrême sur les autres îles a largement épargné Honolulu et Oahu en raison de leur densité extrême. Tout bien considéré, pour un petit point dans l'océan, Oahu est tout sauf insignifiante. Naturellement, cela entraîne d'autres problèmes, car cela a rendu le coût de la vie sur l'île extrêmement élevé pour de nombreux résidents d'Hawaï, ou du moins pour les anciens résidents qui ont dû partir à cause des coûts. L'expression « exclu du paradis » est un rappel sombre de la situation dans laquelle ils se sont retrouvés, mais c'est une toute autre histoire. Merci d'avoir regardé, et encore merci à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas d'essayer 4 mois gratuits en utilisant mon lien dans la description ci-dessous. Je vous dis à la prochaine.